C'est bon, je commence? Bonjour, merci d'être venu. Déjà, c'est super cool. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde pour du CSS. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des pseudo-éléments parce que c'est super puissant et c'est vraiment trop cool. D'abord, j'ai une ou deux questions. Qui connaît les pseudo-éléments? Ouais. Qui les utilise? Non, c'est pas vrai ça. Non, non. Et qui pense que le CSS c'est vraiment trop cool? Merci. Vous avez raison. Vous avez raison parce qu'en fait, bon, je sais que de montrer ce super logo, ça fait un peu poussiéreux, mais en fait, en CSS, on peut faire énormément de choses et ce, en se passant de JavaScript. Voilà. Et donc moi aujourd'hui, je vais vous parler des pseudo-éléments pour vous montrer à quel point c'est super puissant. Donc déjà, la première chose, c'est que je vais vous montrer l'ensemble des pseudo-éléments qui existent et après, on va se focaliser sur deux en particulier. Et je suis sûr que vous savez pas du tout desquels je veux parler. Euh, D'abord, la first line. Bon, la first line, c'est un pseudo-élément qui va en fait mettre en forme le premier élément d'un paragraphe, de n'importe le premier élément, la première ligne d'un paragraphe, d'un n'importe quel élément. C'est-à-dire que même en responsive, si vous changez la taille, ça correspondra de toute façon à la première ligne. Le deuxième, first letter, c'est super dur à comprendre. Donc la première lettre. Ensuite, vous avez les deux pseudo-éléments before et after qui vous servent à générer du contenu. On verra ça ensuite. Vous avez le pseudo-élément selection qui va avec la inactive selection, qui sert c'est un pseudo-élément qui se génère quand vous sélectionnez du texte ou autre chose d'ailleurs. Donc du coup, vous pouvez changer la couleur d'arrière-plan, la couleur de texte, etc. Et la inactive selection, ça correspond exactement au même, mais sauf que c'est seulement quand la page n'a pas le focus. Donc en fait, vous vous rendez compte, vous pouvez changer le style quand la page a la focus ou non. Voilà, ensuite vous avez... Alors ça, ce sont des pseudo-éléments qui sont encore en écriture. Vous avez la spelling error qui correspond à un pseudo-élément lorsque vous faites une erreur d'orthographe dans un champ de saisie, vous savez, qui se met habituellement en souligné en rouge, là, voilà, en crochet, en dents de scie. Ensuite, vous avez la même pour la grammar error. Bon, là, c'est pas en rouge, c'est en vert. Je suppose que tout le monde a l'habitude de voir ça. Le pseudo-élément marqueur, ça c'est intéressant et ça sauve vraiment la vie de pouvoir l'utiliser parce que si on ne peut pas encore l'utiliser. Vous savez, les puces dans les listes. Comment est-ce qu'on fait pour changer la couleur uniquement de cette foutue puce dans la liste? C'est super chiant. Bah, du coup, on pourrait le faire avec ça. Ce serait vachement pratique. Ensuite, vous avez la placeholder. Donc ça correspond au pseudo-élément qui est généré quand vous mettez un placeholder dans un champ de saisie. Donc vous pouvez changer pas mal de choses avec. J'ai essayé, ça fonctionne déjà à peu près. Je crois qu'il faut le préfixer. Et enfin, vous avez Backdrop. Alors ce truc-là, je l'ai trouvé uniquement sur Mozilla, sur Developer Network. Je ne l'ai pas trouvé sur W3C encore. Ça correspond à une boîte qui se trouve derrière un élément qui est de plus haut niveau. Un peu compliqué à expliquer et encore pas très clair. Mais ça arrive. Donc, on va se focuser, comme vous l'attendiez tous bien sûr, sur les pseudo-éléments before et after, du contenu généré par CSS, et c'est vraiment trop cool. Déjà, la première chose qu'il faut absolument spécifier, parce que sinon ça marche pas, c'est la propriété content. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'oublier cette propriété, vous cherchez pendant 3/4 d'heure, et en fin de compte, c'est juste parce que vous l'aviez pas mis. Ça m'arrive encore, sauf que ça me prend plus 3/4 d'heure. Donc, quand vous spécifiez ces pseudo-éléments, imaginons on a sur une div avec un peu de texte. En pseudo-élément before, vous allez écrire before. Et en pseudo-élément after, vous allez écrire after. C'est très original. Et ça va vous donner ceci. Et dans l'inspecteur, donc dans le DOM, ça va vous donner les deux pseudo-éléments que vous pourrez sélectionner et aller regarder les styles que vous avez collés dessus. Jusque-là, je pense que ceux qui ont l'habitude d'utiliser, c'est assez simple. C'est juste un rappel. Ah oui, la subtilité quand même. Vous voyez bien que les pseudo-éléments se trouvent bien à l'intérieur de l'élément et pas à l'extérieur. C'est une chose qu'on a tendance à oublier. Quand vous faites un pseudo-élément before ou after, il se trouve à l'intérieur et avant le contenu et après le contenu. Voilà. Alors, la propriété content, qu'est-ce qu'on peut faire avec? D'abord, vous avez content known. Pour les pseudo-éléments before after, ça sert à rien. Ensuite, vous avez content normal. Ce qui revient en fait exactement la même chose, ça sert à rien. Donc c'était très utile. Ensuite, vous avez la content avec du texte. Donc ça affichera le texte tel quel, comme juste avant. Si vous écrivez juste ça, le content hello, ça le mettra en ligne à la suite du texte qu'il y a déjà à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez mettre une image, voilà, avec un fabuleux nian4.svg.
vous pouvez jouer avec les côtes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça déjà. Vous pouvez spécifier une côte ouverte ou une côte fermée. Et vous pouvez aussi également spécifier une côte ouverte, mais qui ne sera pas affichée, donc avec no open quote et no close quote, qui vous sert à incrémenter ou décrémenter l'imbrication dans vos éléments. Parce que oui, vous pouvez faire une côte de premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, etc. Et ça vous sert à les incrémenter sans pour autant les afficher. Ensuite, on a les compteurs. Là, on peut commencer à faire des trucs un petit peu rigolos. Et enfin, celle que je préfère, c'est aller chercher le contenu d'un attribut. Donc là, par exemple, on va aller chercher ce qu'il y a dans l'attribut classe. Je ne vois pas dans quel cas on pourrait utiliser ça exactement, mais on peut le faire. Et en fait, à partir de là, vous avez tout un monde merveilleux de créativité qui s'ouvre à vous. Alors voyons quelques exemples connus. Qui a déjà utilisé des flottes? Qui en utilise toujours? Ah, c'est moche. Bref, donc forcément, vous connaissez la classe Carefix, soit vous l'utilisez vous-même, soit elle est dans le Bootstrap, puisque bien sûr, vous utilisez encore Bootstrap, bande de vilains. Donc le Bootstrap, en fait, dans la Clearfix, pardon, elle sert simplement à rajouter un pseudo-élément à la fin de votre contenu pour initialiser le flux avec ClearBoss. C'est super simple, en fait. Vous pourriez très bien le faire vous-même. Ensuite, un autre exemple avec FontAwesome, j'imagine que vous connaissez aussi. C'est exactement la même chose avec Glyphicon. Vous voyez en haut avec le... Je ne sais pas si on voit très bien, mais... Donc vous avez la span avec classe FA et FA GitHub. Donc le FA va s'occuper simplement de mettre en inline block, de définir la fonte FontAwesome et de définir font size, etc. Il y a il y a quelques autres choses. Et en fin de compte, en pseudo-élément before, de rajouter par caractère Unicode le caractère qui correspond à cette icône. Et en fin de compte, ça vous donnera ceci. J'imagine que vous avez tous déjà vu. En fait, c'est pratique parce qu'au moins, vous pouvez directement rajouter une icône avec une fonte directement par CSS. Donc, vous rajoutez un contenu. Quelques cas simples. On va voir vos connaissances en CSS. Alors, là, j'ai par exemple un sélecteur d'attributs de href. On se doute bien que ça correspond à un lien qui se termine par .pdf. J'ai bien mis .pdf parce que PDF, ça pourrait être contenu dans le nom, mais là, au moins, je sais que ça se termine par .pdf, c'est bien une extension. Eh ben, je pourrais très bien mettre avec le pseudo-élément after, préciser que ce qu'on va télécharger en cliquant sur ce lien, ce sera un PDF. Exactement pareil avec un .zip, par exemple. Donc là, vous imaginez que vous pourriez très bien faire la même chose avec des icônes de PDF, icônes de zip ou n'importe quel type de fichier. Vous pouvez le faire avec les pseudo-éléments. Vous n'êtes pas obligé de mettre une classe spécifique. Ensuite, vous avez, par exemple, sur un target blanc, quand ça s'ouvre dans un nouvel onglet, question d'accessibilité, vous pourriez préciser que quand vous allez cliquer dessus, ça va s'ouvrir dans une autre page. Donc avec external SVG en pseudo-élément after. Là, ensuite, vous avez avec un lien sécurisé pour bien montrer que quand vous allez cliquer dessus, ça va vers un lien sécurisé HTTPS. Donc avec un secure, vous imaginez un cadenas ou n'importe quoi d'autre. Et enfin, ce que j'ai mis là, c'est pour les encres. Donc quand vous cliquez pour un lien qui va vers la page courante, au survol ou au focus, vous pourriez très bien rajouter un dièse pour montrer que ça correspond à une encre qui va à l'intérieur de la même page, par exemple. Ensuite, ça c'est intéressant. Ça arrive, pas souvent, mais imaginons un contexte, une documentation, c'est un contexte facile à appréhender. Vous voulez imprimer la page. En fait, vous avez des liens cliqués ici. Bon, déjà, c'est pas super bien comme encre, mais imaginez, vous avez des liens. Mais ça va où, en fait? Du coup, vous pouvez le préciser comme ça. C'est-à-dire que vous allez rajouter en pseudo-élément after du lien le contenu du href. Au moins, comme ça, on sait très bien où va le lien. C'est pas compliqué, ça. Ensuite, ah oui, c'est là que je monte tous mes liens. Alors, je vous préviens, vous voyez tous les onglets là-haut, je dois couvrir tout ça en pas longtemps. Donc là, cet exemple-là, bon là j'ai mis un bloc-quote. Un bloc-quote, comme tout le monde sait, c'est pour mettre une citation, bien sûr. Vous êtes tous déjà tombés sur le cas où vous voulez mettre cette flèche-là. Tout le monde l'a fait, vous l'avez fait avec du border, vous avez fait avec de la rotation, etc. Là, en l'occurrence, je l'ai fait exactement de cette façon-là. J'ai mis juste un carré que j'ai déplacé je vais y arriver, ici.
là. Je l'ai déplacé sur le after en position absolue. J'espère que vous connaissez les contextes de positionnement. Bon, en fait, non, vous ne connaissez pas. En fait, pour pouvoir placer un élément de manière relative à son parent ou un autre, ce référent, vous allez le mettre en position relative. C'est ce que vous allez définir un nouveau contexte de positionnement. Et tous les éléments qui seront à l'intérieur, à partir du moment où vous les sortez du flux en position absolue, il va se placer de manière relative à ce parent. Ça peut être le parent direct ou non direct. En ce cas, ce sera l'ancêtre le plus proche qui est défini comme contexte de positionnement. Donc là, en l'occurrence, le bloc code que j'ai défini en position relative, que vous voyez ici, donc il sert de référent à ce pseudo-élément after en position absolue là. Et je ne sais pas utiliser un Mac, désolé. Bottom 0, left à 50% et un translate de moins 50% et 50% pour le descendre. Une petite rotation à 45 degrés et ça vous donne ça. Ok. Bon, je sais que c'est à la suite, hein, si je fais contre. Yeah. Ensuite, c'est un exemple, les flèches là sur le côté, ça aussi c'est un cas habituel. Bon, j'ai fait un accordéon, c'est pas bien, hein. Faut pas le faire, mais bon, je sais que vous le faites encore. Moi, je le fais quand on m'oblige à le faire. Là, j'ai juste fait avec une DL, DT, DD. Qui sait ce que c'est en fait? Yeah, vous me faites plaisir là. Donc c'est une liste de définitions. Donc en l'occurrence là c'est complètement approprié de faire ce genre de choses. Si je clique dessus, ça déplie. Et donc ça, comme vous attendez, c'est un pseudo-élément sur le ici. Voilà, un pseudo-élément sur le definition term, ici que j'ai mis en display inline block, parce qu'il faut forcément avoir une inline block pour pouvoir faire une rotation dessus. Et quand je rajoute la classe active, oui, j'ai mis un petit JavaScript ici juste pour faire un toggle classe active. Et ben en fait, je fais juste une transform de une rotate de 90 degrés. Ici. Et ça vous donne ça. Donc ça par pseudo-élément. Vous n'êtes pas obligé de rajouter une span avec une flèche dedans. Oui, je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps. Ensuite, des infobulles pour faire ça. C'est joli, non? Eh ben c'est facile à faire, vous le faites ça aussi par pseudo-élément. En fait, ici, vous avez un lien, le title whoosh. Bon, on s'en fout de ce qu'il y a dedans. Mais vous avez un title, ce qui est logique, hein, vous pouvez même mettre sur n'importe quoi en fait le title puisque ça fonctionne. Et en pseudo-élément before du lien, ben, je récupère la content de l'attribut title. Ouais? Ouais, ok. Et donc, comme j'espère que vous en doutiez, c'est que le lien, je l'ai défini en contexte de positionnement avec la position relative. Là, j'ai juste laissé le style par défaut. Et je mets une position absolue avec un bottom 100% pour qu'il soit tout en haut, un left à 50% et un translate x de moins 50% pour qu'il soit centré. Et du coup, ça vous donne ça. Et puis au survol, vous pouvez faire une petite transition pour qu'il remonte comme ça, c'est joli. Ça fait toujours son petit effet wow. Voilà. Une version un peu plus évoluée qui contribue, disons, à l'effet wow. J'espère que vous le ferez après. Sur un survol, vous faites ça. Merci. Voilà. Ça, vous le voyez souvent. Mais ça sert à rien d'aller mettre une div avec une loupe dedans. C'est tout naze. Là, vous avez un lien avec une image. Bon, c'est une superbe image de Kick-Ass, parce qu'évidemment, c'est un film formidable. Vous avez le lien, là, pareil, je mets en position relative. J'ai dû mettre un inline block pour que ça fasse toute la hauteur de l'image. Et du coup, en before, encore position absolue, toujours le content à vide, hein, parce que sinon ça marche pas. Avec top 0, right 0, bottom 0, left 0, pour qu'il recouvre tout son référent, qu'importe ses dimensions. C'est-à-dire que si vous mettez un left à 0 et un width à 100%, c'est pas génial. Parce que si jamais ça change, c'est pas génial. Vous pouvez même mettre un width à n'importe quoi. Vaut mieux pas faire ça, vous faites un left 0 et un right 0, vous êtes sûr que ça va de toute façon tout le temps recouvrir, qu'importe sa dimension. Et donc après, quelques trucs jolis avec un box shadow, une transition ici, parce que moi je précise que comme il est en opacité à 0 par défaut, ça veut dire qu'il est déjà là. Et quand je survole, je remets l'opacité à 1. Et en fait, cette image, elle est ici en background que j'ai mis en base 64, que j'ai encodé en base 64. Donc du coup, la loupe, elle est déjà embarquée dans le CSS. Et c'est joli. Ouais, je sais. Donc, on en était là.
Donc là, on a vu quelques exemples sympas, mais on va passer aux choses sérieuses là quand même. Il fallait forcément que je la mette. Passons aux choses sérieuses. Ici, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais là, de ce dont je vais parler, c'est les ombres en dessous. C'est peut-être un petit peu subtil, mais pour faire ces ombres, en fait, vous avez un pseudo-élément before ici avec un effet de box shadow, et pareil sur un autre ici. Vous faites juste des transformations en dessous pour que ça ressemble à ça. Et vous voyez le code HTML, ça reste toujours la même chose, une figure, une image, une fig caption pour avoir le texte en dessous, et c'est tout. C'est joli les pseudo-éléments, hein. Ensuite, alors ça, imaginez un lien pour aller dans une galerie d'images. Bah, vous avez une belle image comme ça, mais vous voulez essayer de montrer qu'il y a plusieurs images quand vous allez cliquer dessus. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous faites exactement la même chose. Avec le lien, vous le mettez en position relative pour le définir en relatif. Et en position absolue, les deux pseudo-éléments, vous les placez par contre derrière, en index -1. Ou -2 si vous voulez mettre vraiment l'abrication comme il faut. Pas besoin de mettre moins 9999. Vous mettez juste -1, il se trouvera forcément en dessous. Donc vous faites ça. Puis là, du coup, vous avez cette superposition. Vous mettez exactement le même style avec la petite ombre, le petit bordure si vous voulez en mettre, etc. Mais après, si vous dites quand même, j'aimerais bien faire un effet waouh, en fait, exactement comme vous allez faire quand vous verrez ça, waouh, c'est trop beau. Ça fait son effet, quoi. Vous montrez ça, elle fait ouais, j'ai envie d'aller voir, quoi. Ben, en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est aller déplacer, faire des transform scale sur l'image qui est à l'intérieur et puis à bouger les autres quand vous survolez. C'est tout. Ensuite, alors oui, designons les formulaires, parce que les formulaires, c'est quand même sacrément chiant à utiliser, à remplir, mais aussi à designer. Donc du coup, autant s'amuser un peu avec. Mais en fait, vous pouvez faire ce genre de choses. Ouh, vous remplissez. Ouh, je sors et ça revient. C'est possible à faire. Là, en l'occurrence, ce qu'il vous faut, c'est, comme je l'ai montré là-haut, j'ai une section avec une div. Ce qui est important, c'est d'avoir cette div qui va me servir de boîte de référence, que je vais juste mettre justement en position relative. À l'intérieur, je vais avoir d'abord l'input, parce que je suis obligé de savoir d'avoir l'input en premier, de savoir que quand il a le focus, je vais chercher le label qui a juste à côté. Je ne peux pas le faire dans l'autre sens. Je ne peux pas faire le label qui a avant, ça ne marche pas en CSS. Donc je mets l'input d'abord, le label derrière, et en fin de compte, mon input, il a juste un fond transparent. Et quand je passe dessus, ben j'ouvre les deux pseudo-éléments et j'ai le focus sur l'input. Je fais pareil avec ces deux-là, c'est sur le même principe. Voilà. Et puis je peux faire ça aussi. Ouh. Oh yeah. Yeah, c'est beau. C'est quand même plus cool d'utiliser ça quand même. Ensuite, ah ben tiens, celui-là je l'aime bien, parce qu'en plus ça améliore un petit peu l'expérience utilisateur, je trouve. Imaginons que c'est exactement sur le même principe, vous avez une div, et à l'intérieur vous avez d'abord le label, le span, pour avoir le texte que je puisse bouger indépendamment du label, et l'input par-dessus, du coup, avec le fond transparent toujours. Mais en fait ici, là, je lis des trucs, et je vais voir c'est quoi ton nom, ok, je clique dessus, et là, ouh, là je vois, c'est cool. Donc ça je peux écrire dedans. Je peux écrire dedans, et quand je quitte, le truc il reste écrit au-dessus, parce que je sais qu'il a déjà été rempli. Alors pour savoir comment il a déjà été rempli, je le fais, si je me rappelle bien, avec la pseudo classe valide. Du coup, comme je sais que l'input est valide ici, le label, je le laisse au-dessus. Et on peut faire ça. Ensuite, et vous savez, je prends encore la moitié, hein, si vous voyez. Et c'est là où je vois qu'il me manque des polices, c'est cool. Par exemple, bon ça c'est assez facile à faire j'imagine, puisque vous avez compris comment on fait pour faire des contextes de positionnement. Je décris ou je passe? Bon, ok, je décris. Donc vous avez juste une liste de liens, un lien qui est super joli en l'occurrence, et avec un pseudo-élément que vous faites juste tout recouvrir avec un skew, on transforme et que vous déplacez à l'état initial, et au survol, vous le replacez en translate à 0. C'est tout. Une version un peu plus évoluée, si vous voulez faire ça, là vous voyez que pour faire ça, vous vous dites, mince, il va falloir quand même que j'écrive 2 fois le même texte. Eh ben non, parce qu'écrire 2 fois le même texte, c'est pas bien. Surtout pas. Il faut pas faire ça, c'est très moche. Donc du coup, vous avez encore une liste de liens, mais du coup, pour feinter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis
le même texte dans l'attribut data text. Et donc là, vous le voyez venir, hein, je récupère la valeur de ce data text dans le pseudo-élément, qui est donc content attr data text. Voilà, je le remplis, et puis j'ai juste à le refaire descendre quand je survole. Des petits effets comme ça, vous n'avez pas besoin de le mettre 2 fois la même span, hein, ça sert à rien du tout. Bon allez, on fait une version un peu plus évoluée parce que oui, pour faire un effet waouh, il faut faire de la 3D. Voilà, c'est exactement le même principe. À cela près que pour éviter de tourner le lien, parce que du coup il y a tout qui tournerait dedans, enfin pour le placement initial, j'ai juste mis dans une span à l'intérieur. Donc la span c'est celle qui est devant, le pseudo-élément c'est celui qui est en dessous, et le after, si je me rappelle bien, c'est celui qui est sur le côté ici et qui est sur le côté là. Donc, vous pouvez faire des trucs 3D avec un effet waouh. Ça plaît aux clients, ça. Je dis pas que c'est joli, hein. J'ai dit qu'on peut le faire. Ensuite, bon alors là je suis vraiment désolé, mais normalement c'était pas moche comme ça. Il y avait une police qui était qui fait que ça remplissait. Je peux peut-être essayer de changer la font size, mais je suis pas sûr que ça change quelque chose. Ça change pas du tout, tant pis. Donc il y a un bug à cause de la fonte. J'ai dû oublier de la mettre dedans. Donc ça fait ça. Waouh, c'est beau. Ouais, mais attends, c'est pas tout. Si je clique, oh yeah. Voilà, vous pouvez faire des trucs comme ça, c'est possible. C'est-à-dire que du coup, le dernier, sur le pseudo-élément que j'ai mis là derrière, je le fais sur la pseudo-classe active sur le lien. C'est un lien? Ah non, c'est un bouton. Bon, c'est pareil. Ensuite, alors ça c'est intéressant. Faire un sommaire en CSS, c'est quand même en HTML, CSS, c'est super galère. Je rectifie. Faire un sommaire en HTML, CSS, c'était super galère. Vous voyez. En fait, en l'occurrence, ici, vous avez juste. J'arrête pas de dire juste, faut que j'arrête de dire juste. Vous avez une liste de liens, encore. On fait sur beaucoup de trucs avec des listes de liens. Et bien en fait, tout ce que je fais, c'est que le lien, je le définis en display flex. Oh yeah, ça y est, on commence à faire des trucs swag, on utilise du flex. Donc je mets du flex, et sur le before, où j'ai rempli avec un background, avec juste un SVG encodé en base 64, où dedans il y a juste un point, c'est tout. Il y a uniquement un point. Voilà, je le mets en order 1, pour qu'il se retrouve après le texte, qui est devenu un flex-item implicite. J'espère que ça vous parle. Et le after en order 2, où je récupère la data attribut data page que j'ai rempli là, hein, avec p point devant. Et du coup, vous le mettez en order 2, il se retrouve à la fin. Vous mettez juste un point, là. Bah, je fais comment pour le répéter? Voilà. Parce que j'ai pensé aussi, je me suis dit, ça serait cool si je pouvais mettre juste un point et... Ah mais non, je peux pas le répéter. Donc du coup, je l'ai mis en arrière-plan. Mais au moins c'est joli, on peut le faire comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire point, overflow hidden. Non. Ouais, je vous vois venir. Non, vous faites pas ça. Ensuite, il me reste combien de temps là? D'accord, il a oublié de me donner le temps. Ah tiens. Hier, mi-parcours. C'était quand le mi-parcours? Ah mais j'ai encore du temps. Donc, ça c'est vachement pratique. Si je vous parle internationalisation des cotes, vous faites comment? Ah ouais, hein. En français, c'est des guillemets, premier niveau. Deuxième niveau, c'est des doubles quotes. En anglais, premier niveau, c'est double quote. Deuxième niveau, c'est simple quote. En espagnol, c'est... Mais en fait, en pseudo-élément, vous pouvez faire ça. C'est cool. Et en fait, donc, si vous vous rappelez la content qu'on peut remplir avec c'est open quote et close quote. Vous avez vu tout à l'heure? Ouais, j'ai mis un petit peu. Là, j'ai juste mis des blocs quotes en spécifiant la langue. Donc langue FR, langue N, j'espère que vous spécifiez bien la langue, surtout vos HTML. Quand vous savez que votre site est en français, vous mettez langue FR, bien sûr. Je suis sûr que vous le faites tous. Et en fait, bon, j'ai mis un peu de SAS, hein, je me suis éclaté avec une map parce que c'était plus propre à faire comme ça. Voilà. Et si je montre la version compilée, on voit quelque chose là ou pas? Ouais, c'est déjà un peu plus lisible, hein. Et bien en fait, ce que vous faites, c'est que vous pouvez utiliser la propriété quote qui en fait va vous servir à spécifier le jeu de code que vous voulez utiliser.
Donc là, en l'occurrence, par défaut, bon là, c'est les caractères Unicode pour par défaut en anglais. Donc ça veut dire que vous avez double quote ici et simple quote en suivant, c'est exactement la même chose. Donc par défaut, je spécifie avec la propriété quote le jeu de code par défaut que je vais utiliser dans toute ma page. Et dans le cas où je spécifie une autre langue, je surcharge. Mais c'est pas parce que je mets la propriété quote que je vais vouloir l'afficher. C'est juste que je l'ai initialisé. Et en l'occurrence, comme je sais que les deux balises de citation, c'est bloc quote et Q, puisque bien sûr vous le saviez, hein, voilà. Eh bien, en pseudo-élément before, je mets content open quote et en pseudo-élément after, je mets content close quote. Et du coup, il va respecter tout seul les premiers niveaux, deuxième niveau, troisième niveau, etc. Juste en spécifiant la langue. C'est quand même plus simple à faire comme ça, non? Parce que moi, il y a des trucs là sur le clavier, je sais pas où c'est, hein. Franchement. Donc vous pouvez le faire comme ça. Euh, hop. Ensuite, les compteurs. C'est un peu étroit, non? On va changer ça. Ici, 75. Ce sera mieux. Vas-y. Yeah. Donc, les compteurs. Alors, les compteurs, en fait, c'est un truc qu'il va falloir initialiser à un endroit où vous voulez. Vous pouvez très bien l'initialiser sur la balise HTML. Vous dites juste, je vais utiliser ça. Donc, vous faites un compteur reset. Et ensuite, le reset servira à le remettre à son état initial plus tard. Et en fin de compte, vous allez, en suivant, pardon, vous voyez que vous avez un article avec un H1, ensuite à l'intérieur c'est des sections avec des H2, et encore une autre sous-section avec H3, etc. Vous suivez la même imbrication. Là, du coup, je sais que j'ai 3 niveaux d'imbrication, je vais du coup initialiser le variable A, B et C, 3. Franchement, j'aimerais bien trouver plus facile que ça à faire, hein, mais j'ai pas trouvé mieux. J'ai l'impression que ça c'est un truc qui est un peu archaïque à utiliser. Donc vous avez sur le premier niveau de section, je fais un counter incrément. Donc à chaque fois que je vais avoir une première section, j'incrémente balise A et je reset la variable B. Et pareil sur le niveau en dessous, j'incrémente B et je reset C. Et sur le niveau en dessous, j'incrémente juste C. Je reset pas D parce qu'il n'y en a pas. Et après, je fais juste j'arrête pas de dire juste encore, hein, un H2 before counter A et je rajoute un point, un espace pour que ce soit joli. Là, je fais un compteur A, point, compteur B, et encore un... Ça marche? Non, non, oui. Bon, tant pis. Ah, il est en dessous, en fait. Voilà, et pareil sur le H4. C'est pas très compliqué. Vous n'êtes pas obligé de le mettre directement dans le code, vous n'êtes pas obligé de vous embêter avec du contenu généré, vous pouvez le faire directement par pseudo-élément. Ah, celui-là, il est cool. C'est joli déjà. On a envie de les regarder tout le temps. Pour faire ça, les checkbox, c'est pas très drôle quand même, hein. C'est petit, c'est pas très joli. Mais du coup, vous pouvez faire avec une div que vous allez spécifier encore. Enfin là, je crois que la div, j'ai juste mis... Je crois que la div, je l'ai juste fait pour mettre des margins. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Donc pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Donc margin. Donc en gros, il ne me sert même pas de contexte de positionnement. En fait, ça va être à l'intérieur. J'ai un input. Parce que forcément, j'en ai besoin pour savoir les deux états. Le label qui est juste à côté. Et le label, c'est lui qui va me servir de contexte de positionnement. Donc j'ai mis une position relative. Et en fait, les deux, vous savez déjà ce que ça va faire avant même que je clique, hein, parce que c'est un peu évident. En fait, les deux pseudo-éléments, il y en a un qui me sert pour l'arrière-plan et l'autre qui me sert à bouger quand je clique. C'est quand même plus cool. Ouais, je sais, vous avez vu, il y a un total checked en bas parce que du coup, j'incrémente le compteur dès que j'ai un checkbox checké. C'est cool, hein. Ouais. On s'amuse comme ça. Enfin, on s'amuse comme on peut aussi. Ensuite. Ah, ça c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant au début, hein, bien sûr. Imaginez un tunnel d'achat. En fait, là, pour le tunnel d'achat, j'ai simplement une liste de liens, parce qu'on veut pouvoir revenir sur ceux d'avant, hein. Et à l'intérieur, sur le UL, je mets une display flex avec un counter reset à step, parce que je sais que je vais utiliser la variable step. Enfin, le counter step, faut pas se tromper entre variable et compteur. Et après, sur le premier élément, je mets un padding de 1.5 pour que ça s'écarte un petit peu. Et en pseudo-élément du A sur le before, je mets ce counter step, bon, avec un truc joli, en rond, etc., pour que ce soit sympa à voir. Et en after, je fais la flèche.
Et donc au survol, on peut avoir quelque chose comme ça. C'est joli quand même. Ensuite, je sais plus à quelle heure mais il fallait finir, mais 18 heures par là, quoi. Ok, j'aurai le temps aux questions. Alors du coup, je vais pouvoir aborder une petite subtilité du CSS que pas grand monde savent. Comment je fais pour garder l'aspect ratio dans ce genre de cas? C'est pas simple, hein. Pour garder l'aspect ratio, vous voyez, hein, je montre que ça garde bien l'aspect ratio, avec en plus du flexbox à flexbasis pour que ça change le nombre par ligne quand je diminue. C'est joli. Ici, j'ai une div avec une span à l'intérieur. C'est tout. En fait, une chose qu'il faut savoir, c'est en CSS, pour les paddings et les margins, pour leur valeur en pourcentage, en fait, c'est un pourcentage de la largeur du parent. Je la refais. En pourcentage d'un padding, sur les hauteurs, donc padding bottom, margin bottom, c'est un pourcentage de la largeur du parent. Ouais. C'est une petite subtilité, mais que du coup, vous pouvez utiliser pour garder le ratio. Parce que ça veut dire que les marges et padding à l'horizontale, bah, ce sera un pourcentage de la largeur, mais pareil pour la hauteur. Donc du coup, si vous mettez une margin 100%, eh ben, vous avez 100% de la largeur, vous gardez un carré. Ou pareil, si vous voulez faire du 4 tiers, du 16 neuvième, c'est exactement le même principe, hein. Et donc, ici, en l'occurrence, ce que je fais, c'est j'ai ma division avec une position relative, donc contexte de positionnement, etc. etc. Bon, le reste, c'est juste pour que ça fasse joli comme ça. La span que je mets en position absolue, donc avec un top 0, left 0, right 0, bottom 0, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'il recouvre bien tout. Voilà. Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la div, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de flux, donc ça veut dire que la div va faire 0. Et le texte, ben, je ne le verrai pas. Et justement, la subtilité, vous utilisez un pseudo-élément. Là, il faut que je donne un peu de rythme, hein, quand même. Donc en pseudo-élément before, je mets juste un display block, comme ça je sais qu'il prend toute la largeur de la div, et je fais un padding top de 100%, un content vide bien sûr, sinon ça ne marche pas. Et donc là, vous avez votre ratio 100% de hauteur-largeur. C'est beau quand même. Yeah. Ensuite, ça c'est trop cool. Je survole pas. Alors ça c'est un exemple que j'ai rencontré il y a... En fait, je crois que je l'ai fait hier celui-là. J'ai trouvé ça tellement cool qu'il fallait que je le fasse. Imaginez un tableau de comparaison de produits. Vous en avez forcément déjà vu. Là encore, j'en ai pas mis beaucoup hein, parce qu'il fallait que ça rentre. Mais vous savez, vous avez les produits en haut, voilà, et vous avez toutes les fonctionnalités parce que toutes les fonctionnalités, il faut toutes les détailler parce qu'on veut tout comparer parce que c'est trop cool. Mais le problème, c'est que vous en avez plein et vous avez un tableau qui devient illisible. Mais en fait, pour que ce soit lisible, ben, vous pouvez faire ça. Yeah. Du coup, vous survolez et dites ah oui, ben, je vois bien le produit, je vois bien ma fonctionnalité de suite. Voilà. Et donc ça c'est juste simplement un tableau avec une en-tête, des TR, des TD, enfin c'est bien formé, TE, etc. Enfin, voilà. Et à l'intérieur, la subtilité, c'est que sur chaque survol de TH et TD, donc position relative, j'ai mis 800%. Ah oui non, 800% sur 6 parce que je sais que j'ai 6 colonnes. Et comme on est en SAS, je peux le faire, j'ai le droit. Voilà, et en pseudo-élément before et after, je fais une position absolue de z-index-1 pour qu'il se retrouve derrière, avec un background transparent, blablabla, et surtout un pointer event known, parce que ça c'était important. Et du coup, sur le before, je mets un top 0, bottom 0, un right à moins 3000 pixels, c'est très moche, mais j'ai pas trouvé mieux. Le jour où je trouverai mieux, je ferai mieux. Et un left à moins 3000 pixels, pareil. Et sur le after, bah, je fais pareil, mais en hauteur. Et du coup, ça vous donne ça. Ça vous donne ce superbe survol. Mais bon, disons que vous vous dites, ouais, c'est cool quand même. Mais un truc que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse voir, je voudrais pouvoir comparer. Eh ben, vous cliquez dessus. Ouais. Et ouais, parce que du coup, j'ai rajouté l'effet de focus. Vous dites, mais c'est bizarre quand même, parce que c'est un TD, je peux pas mettre de focus. Eh ben si, parce qu'en fait, vous rajoutez l'attribut tab index. Donc ça vous permet de pouvoir lui donner le focus, mais vous faites bien attention de le mettre à -1, comme ça il ne sera pas accessible au clavier, parce qu'il n'y a aucun intérêt de faire ça au clavier. Voilà. Alors une petite intermédiaire avant que je vous montre la dernière,
C'est un burger menu, hein, aussi habituel que ce que vous pouvez voir. Si vous voulez faire un effet d'animation dessus, juste comme ça, bah, vous faites ça avec les pseudo-éléments, quoi. C'est-à-dire que vous avez un bouton, et à l'intérieur, j'ai mis en visual hidden pour ajouter un petit peu d'accessibilité quand même. Et là, vous avez la barre du milieu, ici, et puis le before et l'after. Et puis quand vous cliquez, vous faites un toggle class d'active pour avoir ça. C'est pas compliqué. Mais c'est là où ça m'amène à la dernière. Ceci. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un input là-haut, parce que j'avais pas envie de mettre de JavaScript là-dedans. Ça aurait été très moche de mettre du JavaScript, j'en ai pas mis. Un label, donc où j'ai l'icône de menu là-haut, du burger, j'ai fait exactement de la même façon que vous avez vu avant. J'ai une navigation avec des liens, tout ce qui est de plus simple, franchement, je ne vois pas un menu plus simple que celui-là. Et un main avec un article, H1, etc., etc. Donc c'est vraiment une page, tout ce qui est de plus simple. Et en fait, ça c'est le deuxième exemple avec le tableau d'avant, pour vous montrer que vous pouvez vraiment améliorer l'expérience utilisateur et l'accessibilité visuelle sur vos pages. Mais là, en l'occurrence, ça sera l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, ici, avec quand j'ouvre le menu, ça fait ça. Ouh, c'est joli. Avec un petit effet swag là derrière. Comme ça, vous avez du flou, c'est beau, c'est smooth. Voilà. Et pour faire ça, en fait, pour faire cet effet de biais, c'est-à-dire que j'ai mon menu qui est caché à l'état d'origine, donc quand le checkbox n'est pas checké, et quand il est checké, bah, du coup, je le fais venir. Mais il n'y a pas d'arrière-plan, c'est que cet effet de biais, c'est un pseudo-élément que j'ai placé derrière le nav. Nickel. Que j'ai placé derrière le nav. Donc comme ça. Et pour avoir cet effet de décalage, bah, du coup, même l'arrière, le pseudo-élément, je l'ai fait décaler. Je déplace le nav et je déplace le pseudo-élément pour que ça fasse cet petit effet waouh comme ça. Mais c'est pas tout. Et oui, ça serait trop simple. C'est qu'en fait, dans cet exemple-là, je vous dis, j'améliore l'expérience utilisateur. L'idée, c'est que quand vous allez mettre une position fixée sur n'importe quel élément, il va prendre en référence, non pas le parent que vous, que vous auriez pu mettre en contexte de positionnement, mais directement le viewport. Dès que vous mettez une position fixée, il va utiliser le viewport en référent. Donc, tout l'espace d'affichage. Et donc ça, c'est intéressant parce que tout ce qu'il y a dans le viewport, vous pouvez le maîtriser comme ça. Donc ça sert à rien, encore une fois, de mettre un z-index à 9999 pour être sûr qu'il soit tout en haut. Il suffit de juste mettre un 5, c'est suffisant. Bon, là, en l'occurrence, je crois que j'ai mis 3. Donc du coup, j'ai mis la croix, l'icône du menu tout en haut, le niveau le plus haut. Juste en dessous, j'ai mis la nav. Et comme son pseudo-élément, je ne sais plus si c'est before ou after, mais de toute façon, ça fonctionne tous les deux pareil. Je l'ai mis en position absolue, qui donc est en référent par rapport à cette nav qui est en position fixée. Voilà, donc j'ai la nav qui est juste en dessous. Mais j'ai rajouté un pseudo-élément qui recouvre toute la page en position fixée sous la navigation. Et ce pseudo-élément, je l'ai mis dans le label qui est associé au checkbox. Donc vous me voyez venir, c'est qu'en faisant ça, je peux cliquer en dehors et ça referme. Ouais. Et avec ça, j'améliore l'expérience utilisateur. Donc j'ouvre, là, je peux refermer là, parce que c'est évident, mais je peux cliquer en dehors. Ouais. Donc voilà. Je reviens. J'arrive au bout en fait. Là, pas trop vite. Là. Et donc beaucoup d'autres possibilités. Bon, je me suis arrêté à 21, je crois que j'en ai mis 21. Faut que j'arrête parce que j'en ai beaucoup trop, j'aurais pu en faire beaucoup plus. Mais il suffit juste d'y penser. Et en fait, à partir du moment où vous vous rendez compte de ce que vous pouvez faire avec les pseudo-éléments, que vous essayez de faire des choses avec du CSS, vous vous rendez compte que c'est vraiment puissant, quoi. Mais vraiment puissant. Vous pouvez utiliser du CSS pour garder un corps propre, performant, maintenable, et qui c'est tout fluide sur les navigateurs, et en plus sans utiliser JavaScript. En fait, c'est pas compliqué. Si vous continuez à utiliser JavaScript pour faire ce genre de choses, va vraiment falloir que je regarde mes champs. Voilà. Merci. Alors, si vous avez des questions, on a un peu de temps.
Il y a un micro ou si t'es galant. Bon, ça, Désolée, c'est le sujet qui fâche, mais au niveau compatibilité navigateur, on peut descendre jusqu'au partout, quel? partout. J'ai Parce que testé partout, ça j'ai vu fonctionne. des trucs, les Flexbox et tout, IE7. Mais ça fonctionne. Ah oui, non, mais IE7, quoi. Ouais, mais je suis en train de débugger une appli qui date Bon, d'avant alors 2006, alors tu sais. sur IE7, tu peux utiliser les pseudo-éléments, mais avec leur écriture en CSS2, c'est-à-dire avec deux points et pas deux points, deux points. Mais par contre, tu oublies les flexbox et les transformes. Mais sinon, les pseudo-éléments, ça fonctionne. Il y en avait une là-bas. D'autres questions? Là-bas. C'est le micro. Merci. Bonjour. Moi, justement, ma question, c'était sur les deux points. Deux points, est-ce que c'est vraiment un truc d'extrémiste ou est-ce que il y a une utilité réelle, en fait Forcément. En fait, le W3C a admis avoir fait une bêtise dans l'écriture des pseudo-éléments. Si à partir du moment où tu arrives à différencier les pseudo-classes over, focus, active, etc., qui sont considérées comme, enfin, c'est même pas considérées, qui correspondent à des états d'un élément, et les pseudo-éléments qui ne sont pas en fait des états, mais réellement des éléments générés à l'intérieur, bah, tu te rends compte qu'il faut bien les différencier dans leur écriture. Et à partir de là, tu vois pseudo-classe, 2 points, pseudo-élément, 2 points, 2 points. Donc c'est pour utiliser la nouvelle écriture qu'il vaut mieux, mais sinon c'est compatible. Merci. Il n'y a pas de questions? Ouais, vous avez bien des questions. Merci. D'autres questions? Questions? Non? Ouais. Ah, Par rapport à l'accessibilité, yeah. les after et les before, Je me demandais quand est-ce que ça allait arriver, celle-là. j'ai fait une formation d'accessibilité il y a pas longtemps, on Très a bien. soulevé le problème en fait. Alors pour ça. sur l'accessibilité, en fait, surtout ne jamais, 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 jamais mettre de contenu important dans les pseudo-éléments. Parce que, a priori, ce ne sera pas lu, ça ne sera pas interprété, etc., etc. Ceci dit, j'ai fait un test tout à l'heure pour acquis de conscience, et on a essayé avec VoiceOver, et bien en fait, il lit les pseudo-éléments. Mais je te le garantis pas que ça marche sur tous les navigateurs et sur tous les lecteurs d'écran. Donc du coup, il y a des fois où ça serait cool qu'il les lise, d'autres fois où c'est très chiant qu'il les lise, notamment quand c'est une icône, par exemple, c'est très chiant. Et on a essayé avec la propriété speak en noun, et ils s'en foutaient complètement, ils prenaient pas en compte. Donc du coup, essayez de faire au mieux, quoi. Voilà. Non? Pas de questions? Fini? Bon. Bon. Bah merci.